Donc, je suis censé vous parler de l'histoire du théâtre japonais en vous montrant, si possible, des images. Simplement, comme elles sont dans un désordre complet, je vais peut-être pas parvenir à être très clair. Alors, on va partir on va partir des origines. Et les origines, on est au 8e siècle. Le Japon a introduit toute la culture chinoise et a développé une culture splendide. Et c'est à ce moment que on écrit donc l'histoire du Japon. Et quand on écrit l'histoire du Japon, on décrit un mythe qui va être celui qui correspond en quelque sorte au thème de l'éclipse. La divinité qui éclaire le ciel, la divinité solaire, a été vexée parce que son petit frère a semé le désordre dans son palais et elle a décidé de se cacher dans une grotte. Les milliards de divinités, alors, sont dans les ténèbres et en sont très malheureux. Et donc, on trouve une jeune fille qui va exécuter une danse devant cette grotte et grâce à cette danse, la divinité va enfin, c'est un piège, hein, on fait une danse très animée pour que cette danseuse fait rire tout le monde, et la divinité qui est enfermée dans sa grotte, curieuse, entr'ouvre le rocher qui ferme la grotte, et c'est à ce moment-là que quelqu'un était positionné pour l'empêcher de la refermer, et enfin, la divinité du soleil peut apparaître, et le jour est revenu. Et cette danse qu'a exécutée cette jeune fille est considérée par le fondateur du No, par exemple, ou par tous les historiens du Japon, comme l'origine, en quelque sorte, du théâtre japonais. Il faut savoir que le théâtre japonais associe étroitement la danse avec le chant et le jeu théâtral. Jusqu'à nos jours, c'est toujours inséparable, en quelque sorte. Et enfin, ce dont je me propose, moi, de souligner dans ce parcours que je vais tenter de faire de l'histoire du théâtre japonais, c'est le rôle important joué par les femmes. Déjà, nous venons de voir que la déesse chez nous, le soleil est un symbole masculin. Ici, la déesse est une femme. D'autre part, c'est une femme qui est aussi la première actrice, en quelque sorte, ou la première danseuse, ou la première chanteuse. Et à travers l'histoire du théâtre, les femmes jouent un très grand rôle. Enfin, autre élément important du théâtre japonais, ce sont les itinérants ou les discriminés, toutes ces populations, parfois discriminées, mais en même temps qui ont concouru aussi bien à l'essor du théâtre No que du kabuki. Alors, à côté de ce mythe, donc de cette danse chamanique, diront certains, hein, cette danseuse est entrée en transe devant la grotte. Hein. À côté de cette tradition chamanique locale, on a donc l'introduction du bouddhisme, l'introduction du savoir chinois, et à nouveau, ça va être un événement important, toujours donc en ce 8e siècle, quand on va inaugurer, on utilisera l'expression ouvrir les yeux, une statue de 16 mètres de haut, en bronze doré, qui est, à cette époque, la plus haute statue de Bouddha qui existe en Asie. Elle mesure donc 16 mètres de hauteur, on est en 752, c'est du bronze doré. La photo que vous voyez, que vous pourrez voir si vous allez au Japon et vous visitez la ville de Nara, c'est un Bouddha cosmique qui a été conçu en quelque sorte pour apporter la protection à tout le pays. Et ce monastère était associé à des petits monastères régionaux. Ça devait assurer en quelque sorte la prospérité de tout le pays. Et c'était le vœu d'un empereur, mais qui est à ce moment-là qui est retiré maintenant et qui est souffrant. Et normalement, lors de l'inauguration lors de l'ouverture des yeux, pour le rendre vivant en quelque sorte, cet empereur aurait dû monter lui-même avec un pinceau, et le pinceau, on va le voir, parce qu'il a été conservé. C'est lui qui aurait dû monter, mais il est
il est âgé, il n'a pas une bonne santé. Et donc, c'est un moine indien, car cette cérémonie se déroule dans un cadre très, comment dire, c'est toute l'Asie qui est là, puisque c'est un moine indien qui va procéder à cette opération, mais il y avait aussi, à ce moment-là, la présence d'une personne venue de Perse, d'une personne venue le Vietnam n'existe pas à cette époque, mais un royaume qui se trouve de nos jours au cœur du Vietnam, ainsi que, bien sûr, des Chinois, des Coréens. C'était véritablement un événement d'ordre international. Voilà le pinceau qu'on a conservé, car à la mort de cet empereur, son épouse a voulu conserver tout ce qui avait symbolisé son règne, ce qui fait qu'on a un tas d'objets, de textes, de choses qui datent du règne de cet empereur. Et ce pinceau mesure, attendez, j'ai oublié, il mesure 56 cm. Et donc, c'est un moine indien qui est monté au niveau des yeux pour cette cérémonie. Et cette cérémonie a été suivie, cette cérémonie grandiose, a été suivie de spectacles dont on a aussi conservé. Alors, comme c'est le désordre complet, j'ai un peu de mal à retrouver, mais il y a un certain nombre de masques qui datent du 8e siècle, comme celui-ci. Et alors, ils sont souvent intéressants parce que c'est des figures qui ne sont pas du tout japonaises. Il y a des nez énormes. Ce sont justement des représentations, sans doute venues de Chine, des pays tels que la Perse, tels que l'Inde, donc des Occidentaux, en quelque sorte. On a aussi, d'ailleurs, dans ces masques donc, qui recouvraient, ce sont des masques qui recouvrent toute la tête. Hein. On a, par exemple, cette figure d'un personnage qui est moi, je serais tenté de dire un Africain, mais enfin, en Chine, on n'a pas encore de contact avec l'Afrique, mais enfin, quelqu'un du Sud qui est noir de peau, et qui est... donc, ça fait partie de ces masques conservés du 8e siècle. Cette tradition de spectacle organisé ou de défilé avec des masques va ensuite se poursuivre, et parfois, ce seront des défilés avec des sortes de processions religieuses où on aura comme ça des Bouddhas ou des saints bouddhiques qui font des processions, et on va avoir tout un art autour du palais impérial, autour des autorités, qui va se développer en ce sens. Alors, je n'ai plus le support des images pour l'ordre des choses, et donc les bouleversements de l'histoire vont faire que vers le XIe siècle, le XIIe siècle, vous le savez, enfin, certains le savent, d'autres ne le savent pas bien sûr, le Japon va être transformé par la montée des militaires qui vont prendre le pouvoir et se battre entre eux, tout en respectant le monde de la cour et le monde de la noblesse, ce qui fait qu'on va se retrouver à partir du XIe siècle, XIIe siècle, avec deux pouvoirs, le pouvoir des militaires que vous connaissez sans doute par le mot samouraï, hein, les hommes d'armes, et la noblesse. Et alors, les monastères n'ont plus le support, n'ont plus maintenant les bienfaiteurs qui les aidaient du pouvoir central, et donc vont devoir se tourner vers la population, et on va maintenant arriver avec toutes sortes de moines qui vont prêcher dans la population. Certains vont diffuser des nouvelles doctrines comme celle de la foi dans le Bouddha Amida et son paradis, et on va faire danser les populations en leur faisant chanter des hymnes à ce Bouddha. Et alors parmi ces moines itinérants qui font la mendicité, un certain nombre ne sont même pas moines, en fait, c'est des faux moines. Donc on va se retrouver avec toute une population itinérante qui va diffuser à travers la société toutes sortes de légendes liées justement à ces conflits qu'il y a eu entre les classes militaires. Et cela va nous amener, parce que les femmes jouent à nouveau un rôle que je ne voudrais pas oublier, c'est qu'à cette époque, déjà du temps avant la montée des militaires, et quand ils montent aussi,
on a aussi des femmes itinérantes qui savent, avec leur éventail, habillées en homme souvent, comme ici, des femmes qui sont habillées en homme, qui dansent avec des éventails et qui, à l'origine, dansaient sans doute juste quelques chansonnettes, quelques poèmes, mais qui vont devenir en même temps, petit à petit, des narratrices qui vont raconter des histoires tout en dansant à l'occasion. Et c'est là une des origines du théâtre no. C'est ce que dit lui-même Zéami quand il dit, en parlant de son... Zéami, le fondateur du théâtre no. Alors le théâtre no, je vois cette photo, c'est pas la meilleure, je peux plutôt prendre celle-ci, n'est-ce pas? Cette image du Japon, vous devez la connaître de vue, c'est ce théâtre qui apparaît... ce théâtre va naître à quelle époque? Il va naître à la date de 1374, quand un shogun va rencontrer, va assister à une représentation d'une troupe d'itinérants qui pratique un genre qu'on appelle le sarugaku. Littéralement, ça pourrait vouloir dire les singeries, hein. Bref, des spectacles variés. Mais cette troupe avait sans doute certaines qualités, puisque le shogun s'est déplacé. Ce shogun n'a que 16 ans, Ashikaga Yoshimitsu. Et dans la troupe qui joue devant lui, il y a Zéami, qui lui n'a que 11 ans. Et il semble que ce fut le coup de foudre. Le shogun, à 16 ans, tombe éperdument ébloui devant cet acteur et décide d'être son protecteur. Et c'est ainsi qu'il va le faire venir au palais. Et on a des anecdotes que je vais vous mentionner pour les nobles qui sont choqués du traitement que le shogun accorde à un gueux, à un va-nu-pied, à quelqu'un qui normalement ne mérite pas d'être assis à côté de lui. Or, 4 ans plus tard, après cette rencontre, Yoshimitsu assistait à la fête de Gion et Zéami était assis à côté de lui. Cela suscita des critiques de la part des nobles choqués de ses égards pour un acteur, c'est-à-dire un gueux. C'est ainsi que naît le no, mais je vous le disais, le père de Zéami, Kaami, dit que quand il a voulu créer le no, il a eu comme maître une femme qui pratiquait le kusemaï, un genre justement de danse, de chant et de danse, et il a appris d'elle une façon particulière de danser. Donc, on est arrivé au théâtre no avec ces masques extraordinaires d'un autre ordre, hein, puisque tout à l'heure nous avons vu des masques au 8e siècle, hein, on met la tête dedans. Hein. Là, ces masques-là sont beaucoup plus petits, et alors ils ont, comment dire, est-ce que le mot de défaut peut choquer, mais enfin, on voit quasiment rien. C'est 2 petits trous là, ici, ce qui veut dire que quand on est sur scène, il faut savoir où on est, hein. Il faut faire un pas, 2 pas, et on sait qu'on est là, et quand on tourne à droite, bref, on ne peut pas se permettre d'improviser, et c'est ce qui fait que les acteurs du kabuki, eux, seront libérés de cette contrainte et pourront, eux, jouer maintenant sur des grandes scènes et se déplacer, tandis que le théâtre no est quand même très rituel et il y a peu de mouvements. Mais j'oubliais de dire que grâce à ce shogun, le jeune Zéami va être pris en charge par de grands lettrés de la noblesse de l'époque, dont quelqu'un dont le nom ne vous dira rien, mais enfin, Nijo Yoshitomo, qui est un grand érudit, poète, qui connaissait très bien la littérature classique, et qui va donc enseigner à Zéami et faire de cet art qui était populaire, de gens sans doute peu éduqués, va en faire quelque chose de très élevé. Profitons de cette occasion pour dire aussi qu'il y aura du no féminin. Ce n'est pas connu, mais il y a eu aussi des troupes de no qui étaient des troupes de femmes. Et elles, d'après ce qu'on en sait, parce qu'on a peu de traces de leur existence, elles n'utilisaient pas de masque et sans doute jouaient des pièces qui convenaient mieux, sans doute, à des femmes. Le théâtre no puise dans la littérature japonaise ancienne et
dans cette épopée qui a vu les combats dont je vous parlais tout à l'heure, entre les guerriers qui se sont battus les uns les autres avec des drames terribles à faire verser des larmes, et ça a créé tout un univers ensuite amplifié par la littérature, et c'est dans ce domaine que Le Nau a puisé. Et donc, vu que je suis complètement perdu dans toutes ces photos, je vais passer au kabuki. Et alors, le kabuki, il faut que je trouve au moins une illustration. Oui, celle-là, par exemple. Le kabuki naît au début du XVIIe siècle. Le Japon, enfin, connaît une ère de paix. Ça y est, le Japon est unifié, et maintenant, il y a un shogun qui domine bien tout le pays, et il y a en quelque sorte une possibilité maintenant d'avoir une éclosion culturelle, et c'est une femme qui vient d'un sanctuaire, le sanctuaire d'Izumo, et cherche à récolter des fonds pour le faire réparer. Et cette femme va connaître un très grand succès à la capitale. Elle va s'habiller, elle est habillée en homme, elle se déguise en homme, et ça va avoir un succès extraordinaire. Parmi il faudrait que je retrouve une image, mais on a des images de femmes qui ont succédé à Okuni, qui dansent sur la scène, et les scènes sur lesquelles elles dansent, c'est les mêmes scènes que le Nau. Entre les deux, il y a des liens quand même relativement étroits, et je ne trouve pas cette image, mais on a des images de danseuses qui ont un crucifix ici. Donc non seulement déguisées en hommes, avec un sabre, c'est des femmes, et en plus un crucifix parce que c'est l'époque où les Portugais sont présents au Japon et diffusent la foi chrétienne. Et ce crucifix est plus quelque chose d'un peu exotique sans doute que quelque chose de religieux. Pendant que je retrouve une image du théâtre Nau, qui est quand même quelque chose de très beau, et les costumes sont magnifiques. Et je relisais encore hier même que, en fait, tous ces costumes, souvent, on peut avoir avec l'histoire elle-même ou le personnage, c'est que le public faisait des dons aux acteurs et on leur offrait les plus beaux kimonos qui soient. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient être vêtus ils ont des kimonos superbes comme l'exposition va nous le montrer. Et cette tradition d'offrir des kimonos va se retrouver dans le kabuki aussi et dans le théâtre d'aujourd'hui, populaire aussi, où c'est un des plus beaux dons qui soit. Et le fait de mettre, comme ici on le voit, le moment où l'acteur met le masque, c'est le moment où vraiment un moment religieux. Le masque lui-même est toujours un peu sacré, et le moment où il met le masque, c'est en quelque sorte, si on retourne un peu à l'esprit du chamanisme, là, il se transforme en quelqu'un d'autre. Ce qui fait que personnellement, quand sur les marchés, je vois tous ces masques africains qu'on vend comme ça, mais on les vend comme rien, moi j'aimerais un jour, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ces masques africains réellement. C'est-à-dire que voir le spectacle avec ces... On aimerait voir, ça attire profondément ma curiosité. Et pas seulement de les voir comme des choses qui servent de décoration. Donc, le kabuki, des femmes d'abord, mais bientôt, ce succès du théâtre féminin crée du désordre et les autorités l'interdisent. Par conséquent, les troupes vont changer et tricher un peu en utilisant maintenant des jeunes garçons, des éphèbes. Et ça va être maintenant des jeunes garçons, de jeunes gens, donc, qui vont être sur scène, déguisés en filles ou en garçons. Mais à nouveau, ils ont tellement de succès que ça va être interdit. Et on arrive au début, ça nous mène à peu près à la fin du XVIIe siècle. Et maintenant, c'est un théâtre d'hommes. Et quand on dit d'hommes, on dit de yalo kabuki. Ce sont des hommes, comme c'était l'usage à l'époque, quand on devient homme, on se fait raser le crâne ici, et on a une queue de cheval, éventuellement on la rabat vers le bas. Bref, on a le crâne rasé, donc on perd tout le charme féminin ou mignon de petits garçons. Et c'est ce théâtre, c'est à partir de là que va véritablement naître le kabuki tel que nous le connaissons,
car ça va plus être que des spectacles de danse ou d'amusement, mais maintenant, ces adultes qui vont devoir jouer des rôles de femmes et d'hommes, en mettant des perruques, vont créer maintenant des histoires, un véritable théâtre avec des épisodes. On va même, c'est au kabuki qu'on va inventer le rideau, qui va permettre d'avoir des actes qui se succèdent différemment. Et je cherche quelques images liées au kabuki comme celle-ci. Car si on n'a plus de masque, on n'utilise plus de masque comme ça, l'acteur, en revanche, doit, quand il est devant son miroir, incarner un nouveau personnage, et en particulier, l'acteur que vous avez sous les yeux, c'est une lignée très célèbre des Ichikawa Danjuro, qui ont eu un succès fou et dont la lignée se poursuit de nos jours encore. Et ce masque, qu'est-ce qu'il exprime, cette tenue incroyable, hein? Le kabuki a été un théâtre populaire. Les nobles, donc le théâtre no va être pris en charge par les guerriers et les nobles et la noblesse. Et à l'époque d'Edo, donc quand on va avoir cette période dominée par les shoguns Tokugawa, le no va être surtout pour l'élite. Et on va tolérer, les autorités vont tolérer que pour le petit peuple, ils puissent se distraire avec un théâtre qui est mal vu des gens des hautes classes. Et s'ils se rendent à ce théâtre, ils se cachent et cherchent à être le plus discret possible. Toujours est-il que cette figure, par exemple, ce maquillage, c'est pour exprimer des héros qui sont en quelque sorte les porte-parole de la population, des sortes de redresseurs de tort contre la dictature, contre le pouvoir. Et donc, ils incarnent en quelque sorte cette force. C'est pourquoi ces maquillages outrés étaient en quelque sorte, le peuple se reconnaissait dans ces figures. Et donc, je vais essayer de trouver quelques autres images. Là, j'ai sauté ça, mais ça, c'est des photos que j'ai pu prendre, moi, au Japon. Est-ce que je peux me promener comme ça, là? De nos jours, on a, autour des monastères, des petites célébrations comme ça, avec des enfants qui jouent les angelots, et qu'on peut voir. Et ça, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, c'est les gens du coin. Et après, on fait la photo commémorative. Et on joue une musique qui remonte au 8e siècle. Hein. Ces tambours-là, c'est les tambours anciens. Et par exemple, l'instrument que vous voyez là, n'est-ce pas? C'est un orgue à bouche qui date du 8e siècle. Hein. C'est une sorte de musique d'orgue qu'on utilisait dès cette époque. Et de nos jours, on peut, si on est au Japon, si on a la chance de pouvoir y aller, assister, si on y arrive, à des spectacles de ce type. Et donc, j'étais dans le kabuki, et le kabuki, alors ces acteurs comme Ichikawa Danjuro ont un tel succès qu'il y en a un qui va se suicider. Et donc, il y a des estampes qui vont être, un grand nombre d'estampes qui vont être diffusées dans la population à l'occasion de son suicide, comme ici, toutes ces femmes en pleurs, n'est-ce pas, les spectatrices, qui regrettent sa disparition. Et il y en a une autre que je ne vais peut-être pas retrouver. Oh, celle-ci. C'est encore lui. Et donc, il est appelé par ses ancêtres, puisqu'il est mort. Donc, il est entre les deux, là. Il est sur le moment où on est entre la vie et la mort. Et donc, d'une part, il est appelé par ses ancêtres. Et puis, il y a les spectatrices, là, qui le réclament. Et donc, on a tout un genre qui va être associé à cette troupe, à ces acteurs de la lignée des Ichikawa Danjuro. En revanche, on va avoir aussi un théâtre maintenant très proche de la réalité, des soucis des gens. Et nous avons sous les yeux une estampe du peintre qui s'appelle Sharaku, dont l'œuvre s'étend en une seule année et qui a dépeint des acteurs de théâtre comme s'ils étaient sur scène, en quelque sorte, dans l'instantané de leur rôle. Et là, nous avons donc un de ces acteurs qui, quand il jouait des rôles, était obligé d'avoir un petit tissu devant la tête pour cacher le fait qu'on les avait rasés. Et c'est un rôle féminin qui est joué par un acteur de second rôle. Il peignait des acteurs un peu de second rôle. Comme le temps passe et que c'est un peu désordonné, je vais
peut-être passer à je suis désolé, les marionnettes méritent aussi, puisque les marionnettes, c'est pas des masques, mais c'est quand même des figures qui vont jouer un grand rôle dans le théâtre japonais et qui vont influencer le kabuki. L'influencer dans la mesure où le kabuki va puiser dans le théâtre de marionnettes un tas d'histoires, au point que dans le kabuki, il y a des passages où les acteurs jouent réellement, mais il y a aussi des passages où c'est un récitant qui est devant un texte et qui le lit, qui raconte l'histoire, pendant qu'eux ne font que mimer. Parce que ce théâtre-là, c'est le théâtre des marionnettes. Le théâtre de marionnettes, à l'origine, le théâtre de marionnettes, ce sont d'abord des conteurs. Le plus important, c'est le conteur. C'est lui, avec sa voix déchirante, parce que la voix japonaise, je dirais que c'est pour nous inimaginable. Nous ne le faisons pas. On fait sortir du ventre. N'est-ce pas ? Les conteurs, ils se mettent un petit sac de sable ici. Et leur ceinture, ils ont un petit morceau de bois au rein. Et on fait sortir des voix féminines à arracher les pleurs, hein, et masculines aussi, terribles. Et donc la marionnette est seconde, en quelque sorte, par rapport à ces voix que je pourrais presque imiter, mais je n'ai pas le temps. Donc, nous arrivons plutôt à l'époque moderne. Et pour l'époque moderne, n'est-ce pas ? L'époque moderne, hein ? Exposition de 1900. Une troupe d'acteurs itinérants vient à Paris. Et alors, dans cette troupe, c'est l'épouse. Normalement, c'était le chef de la troupe qui était le plus important, hein, qui comptait beaucoup. Elle, normalement, les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène. Hein. Et c'est la première femme, à l'époque moderne, qui va jouer sur scène. Quand elle reviendra au Japon, les titres des journaux, ça sera la honte nationale. La honte. Alors que cette femme va rencontrer un succès étonnant, Sadayako. La voilà, elle joue là, on ne le voit pas en haut, c'est au théâtre de l'Athénée qu'elle joue un spectacle avec tout ce que les Occidentaux pouvaient aimer à cette époque, geisha, samouraï, harakiri, tout, il y avait tout. Les acteurs, hein, ils vendent, ils sont là, ils répondent à la demande. Hein. Et donc, elle va rencontrer un tel succès que eh bien, André Gide va parler d'elle, Picasso, n'est-ce pas ? Picasso va faire des dessins d'elle, elle va rencontrer un succès extraordinaire à Paris, et non seulement à Paris, mais en Europe, ça aussi c'est du Picasso, là. Et alors, elle va snober, comment s'appelle-t-il ? Oh zut, j'ai un trou, le grand sculpteur Rodin. Elle va snober, Rodin veut faire son... Rodin demande à pouvoir la sculpter. Qui sait, elle ne le connaît pas. Donc, heureusement, quelques années plus tard, une autre troupe itinérante va venir au Japon. Et une actrice, comme ça, de ce petit théâtre, de kabuki de campagne, en quelque sorte, va venir. Et cette fois-ci, Rodin va faire la connaissance de Hanako, avec laquelle il aura des relations étroites, etc., dont nous avons gardé une sculpture. Et peut-être que c'est l'heure, non ? On ne m'a pas encore fait signe. Comment ? Encore ? Encore ? Alors, c'est pas parce que je vois que ces photos se suivent là, mais le théâtre est lui-même inséparable de la fête, en quelque sorte. Ça va ensemble. Hein. Et donc, au théâtre, il y a des spectateurs et des acteurs, mais au Japon, il y a aussi cet esprit de participation. Et même au théâtre, on participe beaucoup. Hein. Les gens qui vont au théâtre au Japon, hein, on mange dans la salle, hein, le kabuki ancien, hein, traditionnel. Hein. On mange dans la salle, éventuellement on dort, hein, on bavarde un peu. Hein, je veux dire, c'est pas un rituel sévère. Hein. Et donc là, nous avons, en été, il y a ces fêtes des morts où tout le monde... Donc, le mois d'août au Japon
un peu pénible parce qu'il fait une chaleur que nous, occidentaux, on a beaucoup de mal à supporter parce qu'elle est humide, mais c'est aussi au moment où il y a énormément de fêtes, dont la fête des morts, et à ces occasions-là, tout le monde danse, quoi, hein, on danse en cercle, ensemble, hein, et donc c'est une joie pour les enfants, pour tout le monde, quoi, c'est la danse. Donc c'est de la danse, quoi, et on a des beaux costumes. Et vous voyez, il y a ceux qui se sont bien organisés, là sans doute elles se connaissent, puis des amateurs là, comme ça qui sont pas très bien habillés, mais tout le monde est bienvenu, chacun. Et même si les gestes sont pas très bons, c'est pas grave. Voilà du no tel qu'on peut le voir. Et le plus beau no qu'on puisse voir au Japon, c'est quand même ce qu'on appelle takigi-no, ces no qu'on joue le soir avec des flambeaux. Et on est en plongée dans la nature, la montagne derrière, et on assiste à des histoires. Et le théâtre no est quand même un théâtre qui fait intervenir beaucoup les fantômes, hein. Généralement, une pièce de no, c'est un personnage qui arrive en un lieu, puis quelqu'un lui signale qu'en ce lieu, il s'est passé toutes sortes d'événements, nanana, il écoute, oui. Et puis, dans la seconde partie de la pièce, apparaît une figure qui peut être quelqu'un qui ne trouve pas le repos, qui est rongé rongé par des passions de jalousie ou de haine ou toutes sortes de passions. Et ce personnage, le voyageur qui est là, va en quelque sorte l'écouter. Et grâce à cette écoute, en quelque sorte, souvent, ce fantôme qui ne trouvait pas le repos va repartir en paix. Donc c'est le no ne peut pas se résumer aussi simplement, mais enfin, c'est un des aspects du théâtre no, qui est joué avec des instruments très simples, hein, beaucoup de petits tambourins et des voix. Là, nous avons une des premières scènes du kabuki photographiée en quelque sorte. Là. Et alors, j'oubliais de le dire, mais au kabuki, un élément fondamental, c'est dans la salle, il y a un hanamichi, un chemin dit des fleurs, qui permet aux acteurs d'arriver par derrière. Donc on assiste à une scène, puis on entend des cris à l'arrière, et arrivent comme ça des acteurs qui vont intervenir sur la scène. Puis, cet élément est indispensable, car à la fin d'une scène, à la fin d'une pièce, l'acteur à nouveau va se retrouver là, et généralement, il va repartir vers son destin en suivant ce chemin des fleurs. Et pourquoi l'appelle-t-on le chemin des fleurs? Car à l'origine, ce fut un passage pour aller offrir des cadeaux aux acteurs. Et de nos jours encore, ça leur permet, quand ils sont là, d'être tout près du public, et à cette occasion, le public peut, dans le théâtre populaire par exemple, leur offrir à ce moment-là des cadeaux. J'avais assisté à Paris, pas à Paris, en France, il y avait eu une représentation de no en plein air, comme ça, où, devant un château, on avait joué une pièce, où il y a comme ça, c'est un démon araignée, n'est-ce pas? C'était une pièce qui avait été jouée sans doute à Paris parce qu'elle est spectaculaire pour le public français, c'était facile à comprendre, quoi, hein. Elle jette comme ça, il y a un héros qui va combattre ce démon, et donc qui jette sa toile comme ça au-dessus du héros, et on a ce personnage-là, je reviens à l'époque moderne, c'est l'époux de Sadayako, cette femme qui a eu tant de succès en Europe. Et il est le révolutionnaire du théâtre moderne japonais, Kawakami Otojiro. Au départ, c'est un militant politique. Il fait des discours. Il est jeté nombre de fois en prison. Donc, pour contrer les autorités, il se transforme en conteur. Donc, il a droit maintenant, là on dit rien, parce qu'il est conteur dans des salles de conteurs. Et donc, ça lui permet de faire passer son message, et ensuite, il va passer au théâtre pour la contestation. Et puis petit à petit, il va abandonner la contestation parce que les temps évoluent et au Japon même la situation politique change un peu, et il va être un des révolutionnaires du théâtre. Il va venir d'ailleurs à Paris dans les années 80, il ira sans doute voir du théâtre de boulevard, il va en rapporter beaucoup de données. Et il va introduire, jusqu'à présent, le théâtre kabuki se jouait dans des salles où on est éclairé avec des bougies et la lumière naturelle. Et là, il va créer le théâtre à l'occidental, où la salle est plongée dans le noir, la scène est
est éclairé et il va introduire du réalisme dans le théâtre, alors que le kabuki commençait à être un petit peu sclérosé, si l'on peut dire. Et alors, moi, je m'intéresse depuis plus d'une quinzaine d'années à une forme de théâtre qu'on méprise un peu, parce qu'on l'appelle dosamawari au Japon. C'est tabiyakusha, les acteurs itinérants. Et ces acteurs itinérants d'aujourd'hui, dans ce domaine qu'on appelle maintenant Taishu Engeki, ils jouent pendant 1 mois dans une salle, et tous les jours, ils jouent une pièce différente et des danses différentes. Et c'est des troupes familiales. Il y a le papa, la maman, les enfants, comme vous voyez, un enfant. Et donc là, c'est le père et son enfant qui, au moment des salutations, après la pièce, alors c'est pas dans le bon ordre, là, oui. Mais donc, on assiste, là, c'est la petite famille qui est là sur scène. Hein. Et alors il apprend, n'est-ce pas? Il apprend à son fils à saluer le public, puisque tous les acteurs, toujours, lorsqu'ils jouent une pièce, vont saluer le public pour remercier d'être venu, et ça fait partie du métier, et le petit enfant apprend, dès cet âge, le métier. Et c'est pas dans le bon ordre, je suis désolé. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention, et je suis désolé pour le côté un peu désordonné du propos.